La Cour suprême vient de rendre une décision d'urgence 6-3 dans l'affaire Trump contre Casa Inc., qui va affecter des millions d'Américains dès le mois prochain. Et voici ce que presque personne ne rapporte encore. Cette décision ne change pas seulement une loi ou une politique, elle réécrit fondamentalement le fonctionnement de la protection juridique dans ce pays. Ce n'est pas juste un titre juridique, c'est un changement tectonique dans la façon dont le pouvoir s'exerce en Amérique. Et en ce moment, dans les capitales d'État et les agences fédérales de DC à la Californie, les règles du jeu ont été réécrites du jour au lendemain. Avant d'entrer dans les détails qui vont vous choquer, abonnez-vous pour ne jamais manquer les actualités de la Cour suprême qui impactent directement vos droits. Voici ce qui s'est réellement passé hier soir tard. La Cour suprême a publié une décision d'urgence 6-3 via son registre fantôme, ce qui signifie qu'il n'y a eu aucun plaidoyer oral, aucun mois de délibération, juste une décision soudaine qui change tout. L'affaire portait sur un décret présidentiel à enjeu élevé concernant la citoyenneté de naissance. Mais la Cour ne s'est pas contentée de statuer sur la citoyenneté. Elle a utilisé cette affaire pour régler une guerre vieille de plusieurs décennies sur le pouvoir judiciaire. Et la question centrale est la suivante. La Cour vient de décider que les juges fédéraux ne peuvent plus émettre ce qu'on appelle des injonctions universelles ou nationales lors de l'examen des contestations des lois étatiques et fédérales. Maintenant, cela peut ressembler à du jargon juridique qui ne vous affecte pas, mais restez avec moi car les implications sont absolument massives. Pour ceux qui ne sont pas juristes, voici la traduction. Au cours des 25 dernières années, lorsque quelqu'un contestait une loi qu'il croyait inconstitutionnelle, un seul juge fédéral pouvait émettre une ordonnance bloquant l'application de cette loi n'importe où dans le pays pendant que l'affaire progressait dans les tribunaux. Si un groupe intentait une action contre une nouvelle politique fédérale qu'il n'aimait pas, un seul juge dans un endroit comme Hawaï ou le Texas pouvait appuyer sur un bouton de pause global. Ce juge unique pouvait empêcher l'ensemble du gouvernement américain d'appliquer cette loi dans les 50 États, même si le procès ne concernait que 3 personnes. Cela s'est produit dans des affaires d'immigration, des litiges de santé, des réglementations environnementales, des lois sur les armes. Vous voyez l'idée. Un juge en Californie pouvait geler une politique fédérale dans les 50 États. Un juge au Texas pouvait bloquer une réglementation de prendre effet à l'échelle nationale. La Cour suprême vient de mettre fin à cette pratique. Elle vient de briser ce bouton de pause en morceaux. Et selon les dossiers judiciaires analysés ce matin, il existe actuellement 68 injonctions nationales actives affectant tout. Des règles de sécurité au travail, aux procédures de vote, en passant par l'accès aux médicaments sur ordonnance. Dans ce nouveau cadre, bon nombre de ces protections pourraient s'évaporer dans les 60 à 90 jours, alors que les tribunaux inférieurs se démènent pour réécrire leurs ordonnances. Ce qui rend cela encore plus urgent, c'est le moment. Nous nous dirigeons vers une année électorale avec des débats politiques majeurs sur l'immigration, la santé et les droits civils. Et cette décision vient de changer les règles d'engagement pour chacun de ces combats. L'opinion majoritaire a été rédigée par la juge Amy Coney Barrett et elle était chirurgicale. Elle a été rejointe par le juge en chef Roberts et les juges Alito, Gorsuch, Kavanaugh et Thomas. Leur argument, la loi judiciaire de 1789, le fondement même de notre système judiciaire, n'a jamais donné aux juges le pouvoir de protéger des personnes qui ne sont même pas dans leur salle d'audience. Barrett a écrit que depuis 2 décennies, les tribunaux inférieurs inventent du pouvoir à partir de rien. Elle a soutenu que le rôle d'un juge est de résoudre un différend spécifique entre des personnes spécifiques et non d'agir comme un congrès de ligue mineure qui peut opposer son veto aux ordonnances présidentielles pour toute la nation. Mais voici la partie qui va générer le plus de réactions négatives et c'est quelque chose que la couverture médiatique grand public manque complètement. Le raisonnement derrière cette décision va bien au-delà de ce que la plupart des experts juridiques avaient prédit et il est en réalité plus radical que la décision elle-même. Le juge Gorsuch a rédigé une opinion concordante de 28 pages qui se lit comme une leçon d'histoire. Et dans celle-ci, il présente des preuves de 1789 à 1870 montrant que les tribunaux américains n'ont jamais une seule fois émis une injonction qui protégeait des personnes qui n'étaient pas réellement parties au procès. Il cite 17 affaires différentes de l'époque fondatrice où des juges fédéraux ont explicitement déclaré que leur pouvoir se limitait à fournir un recours aux personnes spécifiques se tenant devant eux, pas au grand public.
Une affaire de 1834 concerne un marchand de Virginie qui a demandé à un juge de bloquer l'application d'un tarif fédéral contre quiconque, pas seulement lui-même. Le juge a refusé, déclarant que le pouvoir judiciaire ne s'étend qu'aux parties dans l'objet du litige devant le tribunal, rien de plus. Le juge Thomas est allé encore plus loin dans son opinion concordante. Il réclame cela depuis des années, arguant que les injonctions nationales sont un mal moderne qui encourage le forum shopping. C'est la pratique où les groupes de défense recherchent un juge favorable dans un district spécifique pour tuer une politique qu'ils n'aiment pas. Il a poussé cela à sa conclusion logique, arguant que l'article 3 de la Constitution crée une limitation inhérente du pouvoir judiciaire fédéral. La Constitution dit que les tribunaux ne peuvent décider que des affaires et des controverses, ce qui par définition signifie des différends réels entre des personnes réelles avec des préjudices réels. Elle ne donne pas aux juges l'autorité d'émettre de larges déclarations politiques qui affectent des millions de personnes qui ne sont même pas impliquées dans le procès. Selon la majorité, cette ère de recherche de forums favorables est officiellement terminée. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Les juges dissidents, dirigés par la juge Sotomayor, ont tenté d'argumenter que les injonctions nationales ont été des outils essentiels pour protéger les droits civils depuis les années 1960. Ils ont cité des affaires historiques de déségrégation et des affaires de droit de vote où les tribunaux ont émis des ordonnances de grande portée. Les juges Sotomayor, Kagan et Jackson ont soutenu que la Cour a effectivement paralysé la troisième branche du gouvernement. La dissidence de la juge Sotomayor était particulièrement pointue, avertissant qu'en dépouillant les tribunaux du pouvoir d'émettre un recours universel, la majorité donne au pouvoir exécutif le feu vert pour appliquer des politiques inconstitutionnelles pendant des mois ou des années, pendant que les poursuites individuelles progressent lentement dans le système. Elle a souligné un scénario terrifiant. Si une politique est manifestement illégale, pourquoi devrait-elle seulement être arrêtée pour la personne qui a assez d'argent pour embaucher un avocat? Pourquoi tout le monde dans le pays devrait-il être forcé de souffrir sous une règle illégale? Mais la majorité a essentiellement dit que ces affaires historiques de droit civil ont été mal décidées sur ce point procédural spécifique, même si les résultats sous-jacents des droits civils étaient corrects. C'est un aveu stupéfiant, car il suggère que des décennies de litiges sur les droits civils ont peut-être été construites sur un terrain constitutionnellement instable. La dissidence soutient que cette décision crée une loterie géographique pour la justice. Et comme nous sommes sur le point de le voir, c'est exactement ce qui se passe. Dans les 48 heures suivant la publication de cette décision, l'ensemble du paysage juridique a changé de manière que la plupart des gens n'ont pas encore remarqué. Il existe actuellement au moins 47 affaires actives dans les tribunaux fédéraux où les États et les groupes de défense cherchent exactement ces types d'injonctions générales. Des rafles d'immigration à Los Angeles aux réglementations environnementales dans la ceinture de rouille, le filet de sécurité juridique a été retiré. Les procureurs généraux de 18 États différents ont déposé des requêtes d'urgence devant les tribunaux fédéraux, soit pour tenter de préserver les injonctions existantes, soit pour argumenter que les lois précédemment bloquées devraient maintenant prendre effet immédiatement. Le Texas a déposé des requêtes dans 4 affaires distinctes concernant l'application de l'immigration, arguant que les injonctions qui bloquent actuellement les politiques d'expulsion à l'échelle nationale devraient être limitées uniquement aux plaignants spécifiques, ce qui permettrait à l'ICE de reprendre l'application complète partout ailleurs. Il cite cette décision pour faire avancer les politiques d'immigration qui étaient auparavant bloquées. La Floride a soumis des mémoires d'urgence dans 3 affaires concernant les réglementations des médias sociaux et les procédures électorales, faisant exactement le même argument. Il l'utilise pour contourner les réglementations fédérales sur les médias sociaux. La Californie et New York ont riposté avec leurs propres dépôts d'urgence, essayant de préserver les injonctions nationales qui bloquent actuellement diverses politiques fédérales auxquelles ils s'opposent. Mais voici ce qui se passe réellement dans les coulisses. Selon des sources familières avec les discussions internes, le département de la justice a tenu des sessions stratégiques d'urgence avec plus de 200 avocats fédéraux dans 47 affaires différentes pour déterminer comment cela change leur approche de litige. Le bureau du Conseil de la Maison-Blanche a envoyé un mémo confidentiel à toutes les agences fédérales, les avertissant de se préparer à ce que les lois qu'ils pensaient être bloquées commencent soudainement à être appliquées, potentiellement en quelques semaines. La rapidité de la réaction vous dit tout. Les stratèges juridiques considèrent cela comme une victoire massive pour le pouvoir exécutif et un coup dévastateur pour la résistance judiciaire. Et ce ne sont pas seulement les avocats du gouvernement qui paniquent.
Les grandes organisations de défense à gauche comme à droite réécrivent complètement leur stratégie de litige. La CLU a des affaires contestant les politiques d'immigration, les programmes de surveillance et les procédures de justice pénale qui reposaient toutes sur l'obtention d'injonctions nationales. L'Alliance Defending Freedom a des affaires contestant les protections LGBTQ, l'accès à l'avortement et les questions de liberté religieuse avec la même stratégie. Les deux organisations viennent de perdre leur arme la plus puissante. Ce qui est encore plus significatif, c'est la réponse économique. Dans les 36 heures suivant la décision, 3 grands cabinets d'avocats ont envoyé des mémos aux clients avertissant que les litiges sur les droits civils, les affaires environnementales et les contestations constitutionnelles pourraient maintenant coûter 5 à 8 fois plus cher qu'ils ne le faisaient la semaine dernière, parce qu'au lieu de déposer une poursuite dans un tribunal favorable, les plaignants pourraient avoir besoin de déposer dans 15 ou 20 juridictions différentes pour obtenir une protection similaire. C'est une révolution de stratégie de litige où seules les sociétés les plus riches peuvent se permettre de défendre leurs droits. Mais la question que personne ne pose encore est celle-ci. Si vos droits constitutionnels peuvent être protégés en Californie, mais pas au Texas ou vice-versa, basés uniquement sur l'endroit où quelqu'un a déposé une poursuite, sommes-nous toujours un pays sous une seule constitution? La réponse à cette question détermine ce qui se passe ensuite avec les domaines politiques qui sont sur le point d'exploser. Nous nous dirigeons vers un système de justice boutique où la loi est un bouclier pour quelques-uns et une épée contre beaucoup. Soyons précis sur ce que cela signifie pour les politiques réelles affectant de vraies personnes à partir des 30 à 90 prochains jours. L'application de l'immigration est le point zéro. En ce moment, il existe 19 injonctions nationales différentes limitant divers aspects du fonctionnement de l'ICE, couvrant tout, des normes de détention au traitement des demandes d'asile, en passant par les priorités d'expulsion et les raids en milieu de travail. Dans le nouveau cadre, ces injonctions pourraient ne s'appliquer que dans les districts judiciaires spécifiques où elles ont été émises. Considérez le décret sur la citoyenneté de naissance au cœur de cette affaire. Avant cette décision, 3 tribunaux de districts différents à Washington, New Jersey et Californie avaient bloqué l'ordonnance à l'échelle nationale. Ils ont soutenu que c'était une violation flagrante du 14e amendement, mais à cause de ce changement 6-3, la Cour suprême a partiellement suspendu ces injonctions. Le résultat, le décret peut maintenant être appliqué partout, sauf contre les plaignants spécifiques dans ces affaires. Cela signifie que l'application de l'immigration pourrait être complètement différente selon l'État dans lequel vous vous trouvez. Le département de la justice et le département de la sécurité intérieure agissent déjà pour appliquer des politiques qui étaient auparavant gelées. En Californie, un juge fédéral avait précédemment interdit les patrouilles itinérantes d'interroger les gens en fonction de leur apparence ou de leur langue, une pratique que les groupes de droit civil appellent le profilage racial, mais la Cour suprême vient de publier une ordonnance d'urgence dans novembre pur domo qui a annulé ce blocage. Maintenant, l'ICE et la patrouille frontalière ont le feu vert pour reprendre ces patrouilles. L'ICE pourrait potentiellement reprendre les pratiques de détention au Texas, qui sont toujours bloquées en Californie. Les règles d'asile pourraient varier entre le 9e circuit et le 5e circuit. L'application en milieu de travail pourrait être agressive dans certaines régions et limitée dans d'autres. Tout cela basé sur la portée géographique de diverses injonctions limitées. À Los Angeles, vous pourriez être protégé si vous êtes membre d'une organisation spécifique qui a intenté une action, mais votre voisin, né dans les mêmes circonstances exactes, pourrait être ciblé. Cela crée un scénario de vie ou de mort pour des milliers de familles qui vivent maintenant dans un état de flou juridique, incertaines si les protections sur lesquelles elles comptaient hier existent encore aujourd'hui. Les droits des armes à feu représentent un autre point d'éclair immédiat. Il existe actuellement 8 injonctions préliminaires nationales bloquant l'application des réglementations sur les armes à feu dans 6 États différents pendant que ces affaires progressent en appel. Si ces injonctions sont réduites pour ne protéger que les plaignants nommés, les représentants de l'État pourraient immédiatement commencer à appliquer les restrictions à tout le monde. Vos droits du 2e amendement pourraient littéralement changer au moment où vous traversez une frontière d'État. Non pas parce que la loi a changé, mais parce que l'injonction vous protégeant de cette loi ne s'applique que dans certains endroits. L'accès aux soins de santé est également affecté. Et c'est là que cela devient vraiment personnel pour des millions de personnes. Il existe 14 affaires actives impliquant des injonctions nationales liées aux médicaments pour l'avortement, aux soins d'affirmation de genre, à la couverture contraceptive et aux exemptions religieuses au mandat de soins de santé.
Nous voyons déjà cela se dérouler dans des affaires comme Trump qui impliquent les droits LGBTQ et les désignations de genre sur les passeports. La Cour suprême a récemment statué en faveur de l'administration, permettant au département d'État de refuser les marqueurs neutres en matière de genre pour quiconque ne fait pas partie d'une classe certifiée spécifique de plaignants. Les médicaments disponibles par télésanté dans les États couverts par certaines injonctions pourraient devenir inaccessibles dans les États en dehors de ces juridictions. Les prestataires de soins de santé pourraient faire face à des poursuites dans un État pour des services protégés par des injonctions dans les États voisins, si le gouvernement fédéral décide d'arrêter de financer certains types de soins médicaux, comme ils l'ont fait dans Skereti. Une injonction pourrait protéger les familles du Tennessee qui ont intenté une action, mais laisser les familles dans 25 autres États avec les mêmes besoins de soins de santé complètement exposés. Les réglementations environnementales sont tout aussi enchevêtrées. L'EPA fonctionne actuellement sous plusieurs injonctions nationales bloquant les règles sur l'eau propre, les normes de qualité de l'air et les réglementations liées au climat. Si ces injonctions deviennent géographiquement limitées, la protection environnementale pourrait devenir un patchwork où les normes fédérales s'appliquent dans certaines régions mais pas dans d'autres, créant un cauchemar pour les entreprises essayant de se conformer et les communautés essayant de protéger leur santé. Le droit du travail est sur le point de devenir incroyablement compliqué. Il existe des injonctions nationales affectant les règles sur les heures supplémentaires, les normes de sécurité au travail, les classifications des entrepreneurs et les protections anti-discrimination. Si ces protections ne s'appliquent que dans certains circuits, les employeurs ayant des opérations dans plusieurs États pourraient faire face à des exigences fédérales complètement différentes selon l'emplacement. Les employés fédéraux peuvent être licenciés en masse dans les reclassifications de l'annexe F parce que les tribunaux ne peuvent plus émettre un sursis national. Alors, voici ce que vous devez comprendre. La loi fédérale ne change pas, mais le fait que cette loi fédérale soit appliquée contre vous dépend de l'endroit où vous vivez, et si cet emplacement se situe dans la portée géographique de toutes les injonctions limitées qui pourraient exister. Nous créons potentiellement 50 versions différentes de la loi fédérale, toutes techniquement identiques sur papier, mais appliquées complètement différemment dans la pratique. Et cela nous amène à la question qui va causer le plus de chaos au cours des 12 prochains mois. Cette décision vient de créer une catastrophe constitutionnelle potentielle pour l'administration électorale, et le moment ne pourrait pas être pire. Nous nous dirigeons vers un cycle d'élections présidentielles et en ce moment, il existe 11 injonctions nationales affectant divers aspects de la façon dont les élections sont menées dans 22 États différents. Ces injonctions couvrent les exigences d'identification des électeurs, les procédures de vote par correspondance, les périodes de vote anticipées, les délais d'inscription des électeurs, les règles de vote par bulletin absent et la maintenance des listes électorales. Sous l'ancien système, une injonction nationale pouvait bloquer l'application d'une loi d'État n'importe où dans cet État. Dans le nouveau cadre de cette décision de la Cour suprême, cette même injonction pourrait ne protéger que les électeurs dans les comtés spécifiques où vivaient les plaignants. Pensez à ce que cela signifie pratiquement. La même loi électorale d'État pourrait être appliquée dans 75% des comtés d'un État tout en étant bloquée dans les 25% restants, basée uniquement sur l'endroit où les poursuites ont été déposées. Nous voyons déjà les premiers signes d'une catastrophe. En décembre 2025, la Cour suprême a émis un sursis d'urgence dans Blanche contre Perlmutter, permettant au Texas d'utiliser une carte du Congrès contestée qu'un tribunal inférieur avait jugée discriminatoire sous les anciennes règles. Si un tribunal trouvait qu'une carte de vote ou une procédure de vote par correspondance était inconstitutionnelle, il pouvait l'arrêter à l'échelle de l'État. Dans le cadre CASA, nous pourrions voir une réalité où une loi électorale est bloquée dans un comté, mais appliquée dans le suivant. Les administrateurs électoraux devraient imprimer différents bulletins de vote, former des scrutateurs sur différentes règles et mettre en place différentes procédures pour différentes parties du même État, tout en essayant de maintenir la confiance du public dans l'intégrité électorale. L'Association nationale des secrétaires d'État a publié une déclaration qualifiant cela de cauchemar opérationnel. Comment menez-vous une élection équitable lorsque les règles changent littéralement selon le comté dans lequel vous votez? Non pas à cause de lois différentes, mais à cause des limites géographiques de différentes injonctions. Et voici ce qui rend cela politiquement explosif. Les deux partis ont largement utilisé les injonctions nationales pour contester les lois électorales. Entre 2020 et 2024, les groupes conservateurs ont obtenu 9 injonctions nationales bloquant diverses procédures électorales auxquelles ils s'opposaient,
tandis que les organisations progressistes ont obtenu 13 de ces injonctions au cours de la même période. Les deux camps viennent de perdre cette arme simultanément. Le résultat pourrait être la saison électorale la plus chaotique juridiquement de l'histoire américaine moderne, avec des règles différentes dans différents endroits, des litiges d'urgence constants et aucun chemin clair vers des normes nationales uniformes. Alors que tout le monde se concentre sur les implications politiques, l'Amérique corporative fait discrètement une crise de nerfs à cause de cette décision et les conséquences économiques pourraient être stupéfiantes. Les entreprises qui opèrent dans plusieurs États font soudainement face à la perspective de naviguer dans des dizaines d'environnements réglementaires différents où les règles fédérales pourraient être appliquées dans certains endroits mais bloquées par des injonctions limitées dans d'autres. Alors que le bilan humain est stupéfiant, l'Amérique corporative fait face à un autre type d'implication de vie ou de mort, la survie du marché national. La Chambre de commerce des États-Unis a publié une analyse estimant que les coûts de conformité pour les entreprises multi-États pourraient augmenter de 53 milliards de dollars par an si elles doivent maintenir différentes normes opérationnelles dans différentes juridictions. Les services bancaires et financiers sont particulièrement affectés. Il existe actuellement 4 injonctions nationales bloquant les réglementations fédérales sur les échanges de crypto-monnaies, les normes de prêt, les frais de découvert et la protection des données des consommateurs. Imaginez que vous êtes une banque multi-État ou une société pharmaceutique. Pendant des décennies, si le gouvernement émettait une règle inconstitutionnelle ou illégale, vous pouviez obtenir une seule injonction qui arrêtait cette règle dans tous vos bureaux. Maintenant, c'est fini. Vous pourriez être forcé de suivre un ensemble de règles de confidentialité des données dans le 9e circuit sur la côte ouest, alors que ces mêmes règles sont bloquées dans le 5e circuit au Texas et dans le sud. Si ces injonctions deviennent géographiquement limitées, les banques pourraient avoir besoin de fonctionner selon différentes règles fédérales dans différents États. Les entreprises technologiques font face à un chaos similaire autour des exigences de modération de contenu, des règles de confidentialité des données et de l'application antitrust. Une entreprise technologique pourrait être tenue de suivre certaines réglementations fédérales dans les États non couverts par les injonctions, tout en étant exemptée de ces mêmes réglementations dans les États où des injonctions limitées s'appliquent. Les prestataires de soins de santé et les compagnies d'assurance regardent une catastrophe potentielle autour des mandats de couverture, des prix des médicaments sur ordonnance et des réglementations de télésanté qui pourraient varier en fonction de la géographie plutôt que d'être uniformes à l'échelle nationale. L'industrie pharmaceutique est particulièrement préoccupée. Il existe 6 injonctions actuelles bloquant diverses actions d'application de la FDA liées aux approbations de médicaments, à la surveillance de la sécurité et aux restrictions de marketing. Si ces injonctions ne protègent que les entreprises dans des circuits spécifiques, une société pharmaceutique pourrait faire face à une application fédérale dans certains États tout en étant protégée dans d'autres pour la même conduite exacte. Les avocats spécialisés en droit du travail conseillent déjà aux clients corporatifs de se préparer à différentes réglementations du lieu de travail, exigences salariales et normes de discrimination selon l'emplacement de chaque installation. Une entreprise avec des bureaux dans 15 États pourrait avoir besoin de se conformer à 15 versions différentes de la loi fédérale sur l'emploi en fonction des emplacements qui relèvent de la portée de diverses injonctions limitées. Les coûts de conformité à eux seuls sont estimés à 47 milliards par an. Les grands cabinets d'avocats disent déjà à leurs clients de se préparer à une guerre de litiges. Ce qui est particulièrement frustrant pour les entreprises, c'est le facteur d'incertitude. Personne ne sait quelles injonctions existantes survivront selon la nouvelle norme jusqu'à ce que les tribunaux inférieurs réexaminent chaque affaire individuellement, ce qui pourrait prendre des mois ou des années. Les entreprises sont obligées de prendre des décisions de conformité valant des millions de dollars sans savoir à quoi ressemblera le paysage juridique dans 90 jours. Mais il y a une histoire plus importante qui se cache en arrière-plan. Ce n'est pas seulement une question d'injonction. C'est une question de savoir qui dirige réellement le pays. Ce à quoi nous assistons est plus qu'un simple changement dans la procédure juridique. C'est un changement fondamental dans la façon dont la Cour suprême affirme son autorité. Les juristes appellent cela le registre fantôme, le registre d'urgence de la Cour, où des décisions à enjeux élevés sont prises sans les mois traditionnels de préparation de mémoire, de plaidoirie orale ou d'opinion longue et signée. En 2025 seulement, la Cour suprême a statué en faveur de l'administration dans environ 67% des demandes d'urgence substantielles. En émettant la décision dans Trump contre CASA Inc. par ce processus accéléré,
La Cour a envoyé un message à l'ensemble du système judiciaire fédéral. L'ère des tribunaux inférieurs vérifiant le pouvoir exécutif est terminée. Cela représente un jeu de pouvoir de la Cour suprême qui microgère les tribunaux inférieurs de manières impensables il y a une décennie. La juge Jackson, dans une dissidence cinglante sur le registre fantôme, a noté que la Cour choisit cavalièrement les gagnants et les perdants dans des affaires qui n'ont même pas encore été entièrement plaidées. L'aspect le plus explosif de ce changement est la façon dont la Cour utilise les ordonnances d'urgence pour effectivement annuler la loi de longue date sans le dire réellement. Dans Trump contre Wilcox, la Cour a utilisé le registre fantôme pour permettre le licenciement de responsables d'agences indépendantes, ignorant l'affaire historique de 1935, Humphreys Executive, qui protégeait ses responsables du renvoi politique. La juge Kagan a averti que cela permet au président d'annuler le précédent par décret. Lorsque la Cour suprême utilise une ordonnance d'urgence d'une page pour dire à un juge de tribunal inférieur qu'il avait tort, cela laisse les autres juges dans un état de paralysie. Ils n'ont plus de feuille de route du raisonnement juridique à suivre. Au lieu de cela, ils sont obligés de deviner la volonté de la Cour suprême. Cela crée un effet dissuasif judiciaire où les tribunaux inférieurs deviennent hésitants à bloquer même les actions exécutives les plus manifestement inconstitutionnelles par crainte d'un renversement rapide et inexpliqué d'en haut. Cette réaffirmation de l'autorité frappe le plus durement quand il s'agit des droits civils. Pendant plus de 60 ans, les injonctions larges ont été l'outil principal utilisé pour faire appliquer la déségrégation, l'accès pour les personnes handicapées en vertu de l'ADA et les droits de vote. En insistant pour que le recours soit limité aux plaignants nommés, la Cour suprême a rendu presque impossible la résolution de la discrimination systémique. Si un État adopte une loi qui supprime le vote d'un groupe minoritaire, un juge ne peut maintenant protéger que les 10 personnes spécifiques qui ont intenté une action. Les 100 000 autres personnes dans cette même communauté, elles ne sont pas protégées à moins qu'elles ne déposent leur propre poursuite. Cela transforme la poursuite de la justice en guerre d'usure. Les organisations de droit civil comme le NAACP et l'American Immigration Council sonnent l'alarme que cette décision pourrait faire reculer le progrès de décennies, nécessitant des milliers de batailles judiciaires individuelles pour accomplir ce qu'une seule accomplissait. La juge Jackson a appelé cela une menace existentielle pour l'État de droit, arguant qu'il crée des zones où le pouvoir exécutif peut effectivement se retirer de la Constitution pour quiconque n'a pas encore intenté d'action. Cette décision de la Cour suprême change fondamentalement le fonctionnement du pouvoir fédéral en Amérique et nous ne commençons qu'à voir les conséquences se dérouler. Alors que nous regardons vers l'élection de 2026 et au-delà, les millions d'impactés ne sont pas seulement une statistique, ce sont les citoyens américains. Nous vivons maintenant dans un pays où les agents d'immigration peuvent reprendre les pratiques de profilage racial dans des villes spécifiques parce que le blocage universel a été levé, où les employés fédéraux peuvent être licenciés dans des reclassifications de masse parce que les tribunaux ne peuvent plus émettre de sursis national, où les petites entreprises font face à un cauchemar réglementaire de 47 milliards de dollars de règles variables à travers les frontières d'État. La décision 6-3 de la Cour suprême dans Casa Incor n'a pas seulement changé une règle, elle a changé la définition même de ce que signifie avoir un droit en Amérique. Si votre droit à la liberté d'expression, de voter ou à l'égale protection n'existe que si vous avez l'argent pour le poursuivre personnellement, alors ce ne sont pas des droits, ce sont des privilèges. Que cela représente un retour aux principes constitutionnels ou une fragmentation dangereuse de la protection juridique dépend entièrement de votre perspective. Mais quoi qu'il en soit, le paysage juridique vient de changer sous nos pieds de manières qui affecteront l'immigration, la santé, les élections, les droits civils et les opérations commerciales pendant des années à venir. Nous entrons dans une nouvelle ère du droit américain. Que vous considériez cela comme un retour nécessaire à l'intention originale de la Constitution ou comme une expansion dangereuse du pouvoir exécutif, une chose est certaine. Le patchwork juridique est là pour rester. Est-ce la victoire monumentale pour la séparation des pouvoirs que le président revendique? Ou est-ce une menace existentielle pour l'état de droit, comme la juge Jackson l'avertit? La réponse sera écrite dans les salles d'audience de 2026. Si vous voulez rester en avance sur les développements majeurs de la Cour suprême comme celui-ci, assurez-vous d'être abonné, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire avec vos réflexions sur la façon dont cette décision vous impactera. Pensez-vous qu'un seul juge devrait avoir le pouvoir d'arrêter une loi pour tout le pays, ou la Cour suprême avait-elle raison de mettre fin aux injonctions nationales?
N'oubliez pas de vous abonner pour notre analyse approfondie la semaine prochaine sur le département de l'efficacité gouvernementale et comment cette décision ouvre la voie à une refonte totale de la main-d'œuvre fédérale.